Bonjour, je suis Gilles Bosser. On a le plaisir de recevoir Victor Aboyance de Limoges sur le plateau de Cardio Online à l'occasion des Journées européennes de la Société française de cardiologie de 2018. Alors Victor Aboyance, vous avez coordonné les nouvelles recommandations européennes de la Société de cardiologie sur la prise en charge de l'artériopathie périphérique. Ce document apporte un certain nombre d'éclaircissements et de nouveautés. Alors est-ce que vous pouvez déjà peut-être nous dire de quelles artères il s'agit, qu'est-ce qui a été traité dans ces recommandations, quel est leur champ exact? Alors le champ est assez large puisqu'on avait décidé dans ces recommandations de traiter l'ensemble des artères. C'était une équipe médicale et chirurgicale qui a écrit ces recommandations-là. Et donc on couvre l'ensemble des artères périphériques autres que l'aorte et les coronaires qui sont traités par d'autres recommandations spécifiquement. Mais on reste dans ces recommandations, dans le champ de la maladie athéromateuse, dans toutes ces extensions périphériques au-delà de l'atteinte coronaire. Voilà, l'objectif était vraiment aussi d'intéresser les cardiologues dans leur exercice au quotidien. Et effectivement, donc on a couvert essentiellement la maladie athéromateuse dans l'ensemble des localisations pour vraiment là où ce sont les patients que peuvent rencontrer tous les cardiologues en pratique courante. Alors, avant d'en arriver peut-être à l'artériopathie périphérique des membres inférieurs, qui est un sujet très important sur lequel on va revenir, on pourrait peut-être parler des carotides des vaisseaux du cou, que les cardiologues prennent peut-être un peu moins bien en charge que l'artériopathie périphérique. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'atteinte carotidienne et au niveau des vaisseaux du cou? Alors c'est important que les cardiologues s'intéressent aux carotides puisqu'en plus c'est une fenêtre sur la maladie athéromateuse qui est très facile à visualiser et notamment quand on doit stratifier un risque cardiovasculaire, c'est très facile de jeter un coup d'œil et de voir s'il y a l'athérome ou pas sans forcément rentrer dans des considérations de sténose ou quoi que ce soit. Maintenant, la prise en charge des pathologies carotidiennes est assez claire. On a deux situations différentes. Le patient qui vient de faire un accident cérébral et là en cas d'une sténose serrée des carotides, il est relativement urgent d'opérer dans les 2 semaines. Les études le montrent que si on opère tardivement, au-delà des 2 semaines, l'intérêt d'avoir cette intervention par rapport à un traitement médical seul va s'étioler, va s'épuiser. Donc intervenir dans les 2 semaines le plus tôt possible lorsque l'état du patient le permet. Dans la pathologie asymptomatique, la situation a évolué. Les recommandations précédentes, qui se basaient sur les études des années 90, disaient que dès qu'on a une sténose supérieure à 60%, il faut envisager un geste de revascularisation chirurgicale. Seulement, dans les analyses, on voit maintenant que le profil des patients a totalement changé depuis, et notamment le traitement médical n'est plus du tout le même entre ce qu'on faisait avant les années 90 et ce qu'on fait aujourd'hui, notamment les statines. Et donc, ce bénéfice, sur le plan épidémiologique, ce bénéfice est en train de s'étioler. Et donc, les recommandations ont focalisé sur un sous-groupe de patients qui pourraient encore bénéficier d'un geste de revascularisation, c'est-à-dire des patients qui ont d'autres caractéristiques qu'une simple sténose, notamment les patients qui ont des caractéristiques de plaques qui sont spécifiques à l'échographie ou à l'IRM, qui permettraient de dire ces patients sont plus à risque et ceux-là pourraient encore bénéficier d'un geste de revascularisation. Sinon, pour une bonne partie de ces patients, le traitement médical optimal et maximal ferait l'affaire. Donc, une attitude qui est bien moins agressive chez les patients asymptomatiques, on le comprend, et une attitude qui va être guidée par contre sur la capacité à mieux étudier la nature de la plaque pour guider finalement la stratégie thérapeutique qui alors pourrait être plus agressive. Voilà, on a plusieurs critères différents. On peut aussi par exemple avoir l'évolutivité de la lésion. S'il y a une sténose qui progresse de plus de 20% en quelque temps, on dit que c'est une lésion qui est évolutive. Il y a des micro-emboles qu'on peut détecter ou l'imagerie écho ou l'IRM qui peut nous donner ces caractéristiques de plaques instables qui sont bien décrites dans ces recommandations. Très bien. Et maintenant, arrivons-en à l'atteinte périphérique des membres inférieurs. Alors là, je pense qu'il y a un certain nombre de nouveautés. On va peut-être commencer par un sujet qui est toujours polémique et complexe, et notamment la stratégie antithrombotique. Il y a eu des choses de changer, je crois, sur l'aspirine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Voilà, effectivement, donc ces patients, globalement, on sait qu'ils sont à haut risque cardiovasculaire, et d'ailleurs, ces recommandations proposent le dépistage de l'artériopathie, même asymptomatique, chez les sujets à risque ou à partir d'un certain âge. Et cela, si on découvre cette artériopathie asymptomatique, il faut optimiser le traitement médical. Mais il y a une question et un débat qui est ouvert, c'est le recours à l'aspirine dans ces cas-là, lorsque le patient n'a aucune atteinte cardiovasculaire par ailleurs et chez qui on découvre un index de pression systolique abaissé. Il y a eu 2 essais thérapeutiques, un chez les diabétiques, un chez les tout-venants, qui a montré une neutralité, c'est-à-dire aspirine versus placebo, 8 ans de suivi, aucune différence. Donc clairement, les recommandations disent aujourd'hui qu'il n'y a pas d'indication spécifique à prescrire l'aspirine dans ces cas-là.
mais on est chez des patients qu'il faut pour le moment Asymptomatiques. stratifier, voilà, asymptomatiques et qui n'ont pas d'atteinte des Absolument. autres territoires Oui, qui oui. pourraient, eux, justifier d'un Tout à traitement. fait, tout à fait. Par contre, chez les patients, dès qu'on passe le stade symptomatique, où le risque est encore plus élevé, on sait qu'il y a des méta-analyses qui sont déjà assez anciennes et qui prouvent qu'il y a une préférence pour un traitement antithrombotique, qui peut être l'aspirine, c'est ce qu'on dit les recommandations, mais on peut aussi préférer le clopidogrel basé sur les études qui ont montré la supériorité du clopidogrel par rapport à l'aspirine, notamment chez les patients ayant une artériopathie des membres inférieurs. Voilà, c'est des études qui sont un peu Des études anciennes maintenant, voilà, Oui. mais qui gardent leur valeur. Qui ont en encore l'état leur actuel. valeur, bien sûr, il y a d'autres actualités qui arrivent aussi, mais qui étaient arrivées après les recommandations, donc qui vont devoir être digérées à distance. Et voilà, vu avec un peu de recul. Et quant à l'artérite elle-même, il y a un aspect de prise en charge chirurgicale éventuellement, de revascularisation. Il y a toute une part de prise en charge médicale, à la fois sur le plan du traitement médicamenteux, et puis il y a probablement de la place pour d'autres stratégies ou peut-être des stratégies plus vastes, l'éducation thérapeutique, la réadaptation cardiaque. Est-ce que vous pouvez nous parler de Bien tous sûr. ces aspects? Alors la revascularisation, elle est indispensable autant que se peut lorsque le patient est dans une situation d'ischémie critique, où il faut sauver le pied et à ce moment-là, autant qu'on se peut, il faut revasculariser, soit par méthode chirurgicale, soit par voie endovasculaire, voire même parfois des techniques hybrides. Par contre, la question, c'est les patients qui ont une claudication intermittente, qu'elle soit typique ou avec quelques variations sémiologiques. Ces patients-là, dans la majorité des cas, devraient avoir un traitement médical optimal, donc notamment l'europrostatine et aspirine, et chez qui on devrait avoir une réadaptation à la marche qui devrait être de préférence dans un centre de réadaptation, en tout cas avec des médecins de réadaptation qui pourraient le faire, même en ambulatoire, mais qu'il y ait des séances de réadaptation supervisées. C'est là où on a les meilleurs résultats dans les essais cliniques et ces résultats sont même aussi bons en termes de gain de périmètre de marche qu'un geste d'angioplastie sur une artère fémorale opopitée ou une revascularisation chirurgicale. Donc, en premier lieu, c'est la réadaptation à la marche supervisée. Si vraiment on ne peut pas faire autrement, il faut pousser le patient pour faire de la réadaptation à la marche, je dirais, seul. Et la revascularisation n'a lieu que si cette réadaptation ne suffit pas pour donner une qualité de vie suffisante au patient. L'exception, c'est vraiment s'il y a une claudication intermittente sévère avec un périmètre de marche très limité, en général moins de 100 mètres, le patient ne peut pas vivre normalement ou alors il est entravé dans son exercice professionnel. À ce moment-là, on peut envisager un geste de revascularisation, mais même là, on sait que si on combine l'intervention, la revascularisation et une réadaptation après, on va faire mieux que seulement si on dilate un patient et qu'il rentre chez lui. Je crois que c'est un élément important de replacer la réadaptation cardiaque dans la prise en charge de ces patients, souvent avec de multiples facteurs de risque. C'est Un ça, dernier mot. juste pour compléter aussi, il y a la partie éducation thérapeutique Voilà. qui a lieu dans la rééducation, qui est essentielle. Et là aussi, il y a des essais qui ont montré que si on prenait en charge le patient par une équipe adaptée pour l'éducation thérapeutique, on améliorait non seulement le profil de risque, non seulement le risque au niveau des membres inférieurs, mais le pronostic vital de ces patients. Et pour terminer, un petit mot sur la prise en charge médicamenteuse de la maladie athéromateuse, en particulier chez ces patients artéritiques. Est-ce qu'il y a des nouveautés ou est-ce qu'il y a des points forts qu'il faut véhiculer auprès de nos confrères cardiologues? Il y a juste, je dirais, c'est plutôt, il n'y a pas de nouveaux médicaments, il y a plutôt, on a parlé des anciens médicaments, les vasodilatateurs en particulier, qui, dans des essais, cette fois-ci dans les années plutôt 80, avaient montré une augmentation de périmètre de marche de quelques dizaines de mètres. Mais tout cela dans un contexte actuel de prévention secondaire actif, tout cela doit être réévalué. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de place pour ces traitements vasodilatateurs chez les patients qui ont une artériopathie moins inférieure. Plutôt, il faut les pousser vers la réadaptation à la marche. Très bien. Victor Aboyance, je vous remercie beaucoup. Merci.